Donc ce que tu manges, c'est ce que tu es finalement. Et tu te sens comment toi en France? T'aimes la France, ce qu'elle devient, son évolution? À la base, le vote, c'est un droit. Aujourd'hui, je pense que c'est un devoir. Si je fais pas de sport, bah déjà, je me sens pas bien. Hello, c'est Benjamin Sant et aujourd'hui je suis avec Sarah. On est parti pour boxer. Let's go! C'est parti! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight!
C'était intense quand même. C'est toi qui as dit, on ne met pas d'intensité, t'as répondu. Non, J'ai fait que. Moi j'ai suivi le rythme. non, mais ça, c'était fatigant. Moi c'est matin aussi. Voilà, vous en dites quoi? Elle a géré? Elle m'a bien éclaté? Non. Sarah, on vient de boxer, c'était top. Toi, ça fait combien de temps que tu boxes? Que je boxe je pense que ça va faire 7 ans. Mais 7 ans. Ouais, après il y a eu les coupures Covid forcément. Il y a des années où j'ai plus boxé que d'autres. Là, j'ai pas beaucoup boxé honnêtement sur cette saison-là. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, super. T'as pensé quoi du coup de notre combat? C'était comment? Moi, c'était une reprise presque. Hein. Ouais. C'était pas facile à 10h du matin. Non, en vrai, c'était cool. C'était bien. Franchement, moi, je passe un bon moment. Ok. Je vais te poser une question. Moi, on me dit souvent sur les réseaux qu'une fille, n'importe quel mec, même qui ne sait pas boxer, il l'éclate. T'en penses quoi de ça, ce genre de phrase? Bah, c'est pas vrai. Il y a des filles, genre, je pense qu'elles éclatent des gars sans problème. Après, ça dépend, tu discutes du niveau aussi, tu vois. Un mec qui débute la boxe contre une fille qui sait boxer, forcément, elle va le mettre en difficulté et elle va pouvoir lui faire mal, tu vois. Après, à niveau égal, en vrai, si, il y a moyen. Je dis ça, mais si, il y a carrément moyen. Ouais. Moi, ce qu'on m'a dit sur une vidéo, j'avais affirmé qu'une fille qui savait boxer, elle allait éclater un mec qui faisait de la muscu ou quoi, à poids égal. Ouais. Et on m'a dit non, un mec qui fait de la muscu, c'est un mec qui défonce une fille. Bon, c'est des mecs qui savent pas boxer. Aussi. Voilà. Non, pour vous dire juste sur ce petit point-là, bah, avec Sarah, elle est rentrée pas mal de fois, elle m'a mis des coups. Après, on n'a pas appuyé, mais si elle appuie, je pense que ça fait mal. Toi, tu as combien de combats aujourd'hui? 29. 29. Ouais. Ah ouais. Et quel ratio? Tu as fait quoi? Tu peux nous parler un peu de ça? J'ai plusieurs participations au championnat de France. Franchement, j'étais que jusqu'en quart de finale à chaque fois. Après, j'ai un titre en universitaire, je suis championne de France, plusieurs fois championne de Bretagne. J'ai participé à plusieurs ceintures aussi. J'ai été finaliste des ceintures Vastine. Ceinture Montana, j'avais été jusqu'en demi. Coupe de France, cette année aussi, ouais, j'étais en demi. Puis voilà. Grâce au club, j'ai eu l'occasion quand même d'aller sur des gros tournois et des grosses compétitions. Ok, donc gros palmarès. Gros palmarès, je sais pas. Expérience, peut-être. C'est compliqué tu nous dis championnat de France et que tu as été en quart. Ouais. C'est compliqué d'aller en quart, comment ça se passe? En fait, ça dépend d'où tu commences déjà et ça dépend sur qui tu tombes au niveau des tableaux. Moi, après, je t'avoue, à chaque fois que j'arrive en quart de finale, c'est contre des personnes de l'équipe de France. Là, notamment, celle que j'ai rencontrée cette année, c'était celle qui était championne de France et qui est, je crois, invaincue depuis 7 ans. Ah oui. Donc, voilà. Après, ça fait de l'expérience, ça te met en difficulté et puis bon, tu ressors de là, tu as appris des choses et tu sais sur quoi travailler. Et donc, tu as gagné les régionales de Bretagne, c'est ça? Puis après, du coup, tu es automatiquement qualifié pour aller… Ouais, je crois que ça se passe comme ça, ouais. Ok. Et sur les ceintures? Attends, je sais pas. Parce que… Après, je pense que ça dépend des comités, mais il y a une histoire de… Tu dois avoir plus de 10 combats. Ah non, et en plus, cette année, ils ont changé les championnats de France. Avant, c'était qu'un championnat de France. Maintenant, tu as Élite B, Élite A. Et donc, du coup, ça dépend du nombre de combats que tu as et des résultats que tu as fait. Donc, moi, j'étais en Élite A cette année. Puis voilà, petite parenthèse sur ça, mais… Ok, et pour les ceintures, tu t'inscris avec ton club et ensuite tu participes? Après, c'est pareil, c'est la réglementation. Là, ceinture Montana, je crois que pour les féminines, c'était 15 combats minimum. Pour les hommes, il me semble que c'est 20 combats. Et donc, Coupe de France, ça doit être à peu près le même délire. Je crois que c'est plus de 10 combats obligatoires. Et donc, ils sélectionnent comme ça. Ok, super. Et toi, par la boxe, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à mon compte à côté, je suis docteur en nutrition. Ok, tu peux nous en dire plus sur ça? Tu fais quoi? En fait, je fais du suivi nutritionnel et puis bon, ça touche un grand panel, enfin un grand nombre de personnes parce que ça peut être d'une personne lambda qui se sent pas bien dans sa peau et qui a envie de perdre du poids. Donc je vais accompagner là-dessus, donc on va un petit peu faire de l'éducation nutritionnelle pour que la personne sur le long terme soit indépendante et atteigne ses objectifs. Après, on ne parle pas que d'alimentation, on parle vraiment d'hygiène de vie et de santé. Et donc, s'il faut intégrer de l'activité physique, on en parle aussi. On fait en sorte que ça colle vraiment avec le profil de la personne. Je suis aussi des sportifs, donc là, qui vont plus avoir des objectifs de performance. Et d'autres personnes qui ont des pathologies sur lesquelles qui vont avoir des gros traitements, par exemple, qui vont avoir un impact sur leur corps au niveau hormonal et aussi sur leur alimentation. Donc, du coup, on travaille là-dessus et je les accompagne. Ok, génial. Et toi, tu es plus orienté sport ou vraiment hygiène de vie, perte de gras, aider ces personnes-là à se remettre en… Franchement, j'aime tout.
J'aime les deux parce que je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec les gens et tu apprends toujours de toute façon quand tu discutes avec les gens et quand tu échanges avec eux. Et moi, ça me permet d'approfondir en tout cas mon expérience et de grandir un petit peu en compétences. Et comme ça, du coup, je peux les aider, les accompagner. Et puis, ça diversifie aussi la journée. Que d'avoir que des personnes qui veulent perdre du poids et pas faire de sport, c'est un peu compliqué parfois. Donc, quand tu as un challenge de performance sur des athlètes qui préparent des compétitions, c'est aussi hyper agréable parce que tu as vraiment envie de les accompagner et qu'ils atteignent leurs objectifs en fait. Ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai que des personnes du coup qui sont plus dans le premier écart. Ouais. Et c'est un peu répétitif, donc je vois totalement ce que tu veux dire sur ça. Et du coup, tu nous as dit que tu étais docteur en nutrition. Tu peux nous raconter ton parcours? Ouais, en fait, grosso modo, moi j'ai fini mon doctorat en nutrition et pathologie métabolique en septembre 2023. Donc du coup, j'ai fait 8 ans d'études là-dessus. Et ça faisait 5 ans que j'avais pour projet de me mettre à mon compte. Et déjà parce que franchement, j'adore le domaine dans lequel j'exerce. Et aussi pour pouvoir être indépendante et avoir le luxe de gérer mon temps. C'est vrai que ça fait plaisir, ça. Ouais. Et donc, docteur en nutrition, tu n'as pas fait médecine, c'est ça? Tu es passé par une autre voie? Ouais, là, en fait, on est sur un parcours purement scientifique. Donc, moi, j'ai fait de la recherche pendant 3 ans en recherche publique. J'ai eu quelques petites collaborations avec du privé, mais bon, vraiment très peu. Et honnêtement, c'est un domaine qui ne m'attire plus aujourd'hui. Et je me sens plus utile, c'est un peu triste à dire, mais je me sens plus utile à être en contact direct avec les gens et pouvoir les accompagner directement que plutôt être sur des projets qui vont être peut-être plus longs en laboratoire. Ok. Et du coup, tu as commencé par une licence, ensuite un master et après un doctorat? C'est ça, j'ai fait licence de biochimie nutraceutique. Après, je suis partie en master nutrition sciences des aliments en innovation alimentaire et puis doctorat en nutrition et pathologie métabolique. Ok, génial. Et donc, le métier type derrière, c'est chercheur, style au CNRS ou dans des groupes privés? C'est plus ça, ouais. Ça va être c'est de la recherche et ça va peut-être être de la R&D sur de la pharmaco ou des trucs comme ça aussi potentiellement, mais c'est plus dans ce secteur-là. Et toi, tu as commencé ces études en te disant que tu allais bosser là-dedans ou tu savais pas trop, tu t'es lancé là-dedans parce que ça t'intéressait? En vrai, je pense que je savais ce que je voulais faire parce que je pensais pas que j'allais y arriver aussi rapidement. Je pensais peut-être que j'allais en sortie de doctorat continuer un petit peu dans le monde de la recherche parce que tu as quand même un petit peu envie d'amener ta pierre à l'édifice et de participer un petit peu aux recherches contre le cancer, etc. Et finalement, là, mon projet initial, ça fait 5 ans que je travaille dessus et je suis contente de l'avoir aujourd'hui. Ok, génial. J'ai pas de regrets là-dessus. Et tu as fait quoi du coup pendant ces 5 ans pour te mettre à ton compte, préparer ça? Ça a été quoi tes difficultés, ce que tu as pu voir, faire? Je me suis formée un maximum en parallèle, donc que ce soit pendant mon master ou pendant mon doctorat, parce qu'en doctorat on a accès à d'autres formations en parallèle, donc je me suis beaucoup informée sur l'entrepreneuriat, parce que clairement c'est le statut que j'ai aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, et au niveau juridique aussi, parce que c'était pas gagné de se dire que ok, après un doctorat on peut exercer en indépendant comme ça directement, ouvrir son cabinet. Donc je me suis blindée vraiment au niveau juridique pour être sûre que j'étais dans les clous. J'ai regardé un maximum sur la création d'entreprise, tout ce qui est commerce, etc., voir ce qui existait. Je me suis fait un petit business plan aussi à côté et puis j'ai exploré pas mal à ce niveau-là. Ok, super. Et pour te former du coup dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as pu trouver tout ce que tu voulais donc avec ces petites formations qu'il y avait à part? Ouais. Et est-ce que sur certains points, tu as eu des galères ou globalement ça a été? Non, franchement, ça va parce que finalement, c'est des gens que tu rencontres et après, tu prends les contacts et ensuite, tu dis « Ah oui, lui, il a fait ça, il a fonctionné comme ça, il a été confronté à telle problématique. Ok, je vais me tourner vers cette personne et c'est comme ça que tu avances en fait. » Ok, super. Et toi, aujourd'hui, tu as ton cabinet dans Rennes et tu reçois des gens à ton cabinet? C'est ça. Là, pour le moment, comme je débute, je loue un bureau dans une clinique esthétique donc, qui est privée et qui est à Saint-Grégoire, qui est à côté de Rennes. Et donc j'ai 2 jours par semaine vraiment où je suis en présentiel là-bas et sinon le reste du temps je fais de la visio. Après je m'arrange, si j'ai besoin d'avoir plus de journées dans la semaine, sur mon contrat je m'arrange pour louer un jour de plus, etc. Ok. Et ton bureau est tout le temps dispo, c'est ça? Ou... faut s'arranger. Là pour le moment j'ai un peu le monopole entre guillemets. Parce qu'il est partagé Ouais voilà, s'il y a d'autres praticiens qui veulent l'utiliser, ils peuvent. Ok. Ouais, donc tu peux pas forcément laisser tes affaires, c'est ça et... si, un petit peu. Honnêtement, si, ça va. On est quand même très confort, donc ça va. Génial. Et tu as toujours vécu à Rennes ou
tu as bougé? Non, j'ai vécu en Belgique. Je suis partie vivre 1 an en Belgique, à Bruxelles. Ok. Et c'est là-bas que j'ai passé le pas, que je suis rentrée dans une salle de boxe. Ok, super. Donc c'était il y a 7 ans du coup. À la base, je faisais des études de dentaire, donc rien à voir. Et j'avais toujours voulu faire de la boxe, moi personnellement. Ma famille n'était pas pour. Je me suis retrouvée toute seule dans un autre pays. Et puis clairement, je suis rentrée dans la salle. Et puis après, quand je suis revenue en France, c'est la première chose que j'ai eue avant d'avoir un appartement ou une inscription à la fac, c'était que j'étais inscrite au CPB. Ok. Donc le CPB, le Cercle Paul Bert, Ouais, à Rennes. voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu as fait 1 an de dentaire en Belgique, à Bruxelles. Et ensuite, tu es revenu, tu t'es lancé dans la voie. Ouais, j'ai fait un truc, enfin, j'ai pas fait un nutrition. truc débile, mais un peu quand même. Enfin, j'ai C'est-à-dire appris, on va dire. Non, en fait, bref, on avait un contexte familial particulier. Moi, je suis partie. Mes parents, forcément, ils voulaient que je fasse des grandes études, etc. Donc, ok, j'ai dit, vas-y, on fait dentaire. Pendant cette année-là, je me rends compte que j'ai pas envie d'être dentiste, mais je découvre la biologie moléculaire, si tu veux. Ok. Et la biologie moléculaire, je suis là, genre, ouais, je trouve ça trop cool, c'est incroyable ce que le corps humain peut faire. C'est mon côté un petit peu nerd, tu vois. Et donc, du coup, je dis, ouais, j'ai envie de partir et tout. Ma famille me dit, non, c'est mort, t'as commencé, tu finis. En se disant, quand je vais finir, je vais forcément continuer. Sauf qu'en fait, j'ai mon concours là-bas, j'ai la possibilité de continuer mes études. Et je leur dis, non, en fait, je veux pas continuer là-dedans, je veux faire de la biologie moléculaire. Et je me rends compte qu'il faut aller en fac de bio. Et donc, du coup, voilà, j'ai réatterri à Rennes. Ok. Oui, après, c'est un mauvais choix qui t'a permis derrière de te rendre compte de qui t'étais et Ouais. de te réorienter réellement. C'est ça, en fait, en voyant ce que je voulais pas faire, Ouais. j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et après, il vaut mieux perdre 1 an dans quelque chose qu'on n'aime pas Oui. que s'installer pendant 10 ans dans une carrière C'est ça. qui nous plaît pas, péter un câble et. Ouais, le et burn-out, changer, tout ça. Non, non, non. Non, je suis contente. En vrai, moi, je pense que l'échec, entre guillemets, je pense que se tromper, c'est formateur. Donc, c'est mon histoire. Hein. Si on en tire des leçons, je dirais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut se tromper beaucoup de fois sans se remettre en question, Ouais. sans comprendre les choses et ne pas Ouais. avancer. Faut prendre un peu de recul quand même. Et toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait dentaire en France? Tu as tenté parce que c'est par J'ai fait médecine. en fait, j'ai fait une première année à l'époque, c'était la PACES, première année commune aux études de santé, je crois. Ok. Honnêtement, je ne l'ai pas bien vécu. Je pense que j'étais trop jeune et pas du tout prête pour ça, quoi. Et du coup, c'est tout, quoi. J'ai fait 1 an. Je suis repartie en fac de bio. J'ai dit non, je ne veux pas faire de la bio parce que c'était beaucoup les plantes et tout ça. Et du coup, je suis partie en Belgique et puis je suis revenue. Donc Ok. voilà, je me suis Donc baladée. sur 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. T'as J'ai- passé en entier Ouais, la c'est première ça. année. Ensuite, t'as quitté, t'es parti en fac de bio quelques Ouais. mois. Après, je suis partie en Belgique Ok. et puis je suis Et après, revenue. t'es revenu en fac de bio. Du coup. Exactement. Ok. Sauf que j'ai été un peu maligne. Parce que du coup, comme j'avais validé toute ma première année en Belgique, j'ai dit je vais faire passer des équivalences. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivée directement en 2e année de bio et que la moitié de l'année, je n'avais pas à la faire parce que j'avais déjà fait toutes les validations d'acquis. Ok, pas mal ça. Donc, vraiment, j'ai pas fait grand-chose pendant ma licence, donc ça va. Super. Fallait la jouer strat. Bah ouais, t'as raison sur ça. Et après, donc là, on a un petit peu parlé de la boxe. Toi, la boxe, donc ça fait 7 ans que t'en fais, ça, t'es à fond dedans, tu continues un petit peu en parallèle. Aujourd'hui, ton boulot, c'est ton sport. On a parlé de ton métier. Du coup, là, ta carrière, elle est lancée, ça commence à marcher et t'es contente. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres choses dans ta vie aujourd'hui qui sont importantes pour toi? Là, c'est un peu triste, un résumé comme ça, mais ça fait très boxe et travail. Donc, C'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui ont que le travail, qui n'ont rien. ouais, c'est vrai. Non, franchement, ma vie, elle tourne principalement autour de ça. Après, j'ai une vie sociale et j'ai de la chance parce que je suis entourée de personnes qui comprennent mon rythme de vie. Parce que, franchement, je fais des journées un peu bizarres parfois, mais C'est-à-dire non, parfois j'ai des journées complètement décousues. Et après, il y a des jours où je vais être hyper chargée, je vais faire du 6h, 22h, tu vois, parce que je fais ma prépa le matin. Je m'entraîne 2 fois par jour en fait. Souvent j'ai prépa le matin, après je vais au travail, parfois j'ai des rendez-vous à droite à gauche parce qu'il y a des gens qui me sollicitent, que ce soit pour de la formulation sur de la création de produits en nutrition, parfois c'est par rapport au sport parce que vas-y, comme ici tu vois, on fait une vidéo donc c'est des trucs comme ça, il faut jouer un petit peu sur les réseaux et tout. Et le soir après je retourne m'entraîner au club. Et Donc, comment tu t'organises dans tes journées? je programme tout à l'avance et j'essaye de… Que ça rentre Ouais, exactement. Et j'essaie d'optimiser le temps, vraiment.
si je peux avoir cuisiné mes repas en avance, vas-y, ça c'est fait, mes affaires elles sont toujours prêtes, tout est rythmé quoi. Ok. Donc tu fais du batch cooking pour la semaine ou tu Ouais. fais comment sur ça? En général, je fais ça, ouais. Là, en Ok. ce moment, pas du tout parce que je suis en roue libre, parce qu'on est au mois de juillet, mais sinon, ouais. Ok. Moi j'aimerais bien faire ça, mais j'ai un petit frigo. C'est le désavantage sur ça. Bah, quand tu vas déménager, investis dans un congèle, hein. C'est super. Bah, après sur les repas, ouais, moi c'est plus rapide, viande, poulet de légumes surgelés, des trucs simples, rapides qui me permettent Ouais. de bien manger et d'avoir ce qu'il faut au niveau protéines. Ah, mais moi, tu vois, légumes, quand je rentre de quoi. l'entraînement, si je suis un peu fatiguée ou que, vas-y, j'ai une fringale ou qu'émotionnellement, j'ai envie de me réconforter, et c'est mort, hein. Faut que j'ai fait à manger avant, sinon c'est n'importe quoi. Genre, j'ai beau avoir fait 8 ans d'études sur l'alimentation, quand t'as envie de manger du chocolat, c'est mort, tu vois. Donc, T'es comme tout le monde. bah sur voilà, ça. non, c'est clair. Et après, c'est quoi toi tes petits plaisirs pour mieux gérer ça, pour éviter les fringales? T'as des petits trucs ou... Je sais pas trop. Je saurais. Ah, c'est nul. Ah putain, j'ai pas de tips. Non, mais en fait, je me connais. Je sais quand est-ce que je dois être sérieuse ou pas, tu vois. Là, je sais qu'en ce moment, j'ai pas besoin d'être sérieuse spécialement. Bon, bah, j'ai une alimentation équilibrée et si j'ai envie de me faire plaisir parce que je vais sortir ou autre, bah, je vais le faire, quoi. Ok. Et quand tu dois être sérieuse, c'est par rapport à la boxe, Oui, par rapport aux compétitions Mm. du coup. Et tu nous as pas dit, tu boxes dans quelle catégorie toi? en 57 kilos. 57 kilos. Ouais, ça me semble loin. Moi, après, ça me parle pas trop. Ça. On a un petit peu de différence de poids, quand même. Et aujourd'hui, tu es à quel poids, si je peux me permettre Là, je suis à 57,9. 57,9. Moi. Ouais, donc même quand tu gères pas, tu gères en fait. Non, mais en fait, non, mais c'est parce que du coup, mon corps, il est habitué, si tu veux. Genre, Ouais. j'ai lissé un petit peu toutes les. Je fais pas de yo-yo, moi, si tu veux. Parce que bah, j'ai réglé mon alimentation en fonction, et du coup, au niveau hormonal et mon métabolisme, bah, il va continuer de tourner, si tu veux. Et puis, j'ai toujours une activité physique. Là, je suis pas à zéro, quoi. J'ai encore ma muscu à côté, je fais quand même mon suivi nutritionnel, etc. Mais c'est juste que je suis pas exigeante et stricte sur la qualité de mon alimentation. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus chill, peut-être plus de repas un peu cool que Ouais. quand ça part en période de préparation, ça va être à chaque fois un peu plus la même chose, beaucoup plus Ouais, ouais. cadré. La Ok. période de prépa, c'est cadré, ouais. Parce que ça m'est arrivé une fois de devoir faire de la corde à sauter le jour J, de la peser. La journée après, elle est longue, hein. J'ai pas envie. Ça m'est arrivé aussi. Ah non, doudoune, corde et tout, vas-y, c'est mort. Non, moi, je veux me peser, manger, boxer, c'est bon. Ah bah ça tu le dis, moi je me souviens, j'étais assis dans les toilettes avec 3 couvertures sur moi, Oh là après là, avoir fait 20 minutes de corde à sauter. horrible, horrible, horrible. Ouais. Non, non. Et pour toi, c'est quoi ta journée type donc en période un petit peu de préparation et ta journée type aujourd'hui, plus chill, si tu as ça? Bah, journée type en période de prépa, c'est comme je te dis. Après, en fait, en soi, toute l'année, c'est à peu près pareil parce que je suis sur des entraînements bi-quotidiens. Après, j'ai 2 vrais jours de repos dans ma semaine. Donc ça, Ok. c'est cool. On a cadré ça comme ça, en fait, avec mon prépa et mon entraîneur. Comme ça, et bah, du coup, j'ai vraiment 2 jours où je coupe. Enfin, en vrai, non, je coupe pas de la boxe parce que j'entraîne à côté aussi. Donc là, j'ai passé mon diplôme pour être entraîneur, donc j'ai le prévôt maintenant. Mais mais c'est ça, ça va être entraînement le matin, travail la journée, entraînement le soir. Et puis voilà quoi, la routine. Et là, bah, en ce moment, j'ai un entraînement, je dois avoir 4 ou 5 entraînements dans la semaine. Et puis, je suis tranquille l'après-midi ou le soir. Si je veux sortir, je sors et puis voilà quoi. Ok. Donc ouais, là c'est beaucoup plus tranquille. Après 4-5 entraînements, on va dire que c'est beaucoup pour certaines personnes, mais c'est vrai que pour du sport en compétition, c'est Ouais, parce période T'es rythmé, tranquille. tu vois. Et en fait, moi, je le sens trop. Si je fais pas de sport, bah, déjà, je me sens pas bien. Et je dors moins bien. Enfin, je vais avoir tendance à plus m'ennuyer. Enfin, ça colle pas, tu vois. Ok. Et pour le prévôt là que tu as passé, Mhm. donc ça c'est le diplôme d'entraîneur de base, c'est ça? Ça même moi je sais pas exactement Ouais. comment ça fonctionne, tu peux nous raconter un En petit fait, peu? le prévôt fédéral, c'est un peu particulier, hein. En fait, c'est le diplôme pour être entraîneur de boxe, en boxe anglaise, parce que ça appartient vraiment à la Fédération française de boxe anglaise. Et donc, du coup, moi, je l'ai passé en 2 ans. Maintenant, c'est sur 1 année. Et en fait, c'est dès lors que tu accompagnes quelqu'un boxer en compétition, que ce soit de la boxe éducative, de la boxe amateur ou de la boxe pro, la personne qui est dans ton coin doit être titulaire du prévôt. Donc, c'est ça, c'est être capable. Et être soigneur aussi.
Alors ça, c'est pas obligatoire. En, C'est pas en obligatoire, BEA, t'es ok. pas obligé d'être deux, tu peux être seul dans le coin du ring. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que dans le code sportif de la BEA, c'est ça. Amateur, tu peux être seul ou à deux. Et pro, je crois qu'automatiquement, tu dois être deux, t'as ton cutman ou ton soigneur. Ok. Et ouais, donc en amateur, il faut qu'il y ait un des deux qui soit soigneur et l'autre prévôt, quoi. Ouais. Ouais, après ou parfois, un parfois complet, le prévôt il fait les deux. Hein. Donc quand tu es tout seul à gérer ton boxeur, bon bah. Ok. Et sur ça, le prévôt, il ne te permet pas de gérer une séance de boxe tout seul si tu n'as pas un autre diplôme, STAPS ou Si, BPJEPS. on a le Ah, droit, si. bah, nous dans notre salle, en tout cas dans notre association, on a le droit d'avoir. Enfin, si maintenant que je suis titulaire du prévôt, bah, j'ai le droit de gérer les gens dans la salle. En étant seul dans la D'encadrer, salle, ouais, s'il n'y a voilà, personne. c'est Ok. ça. Bah oui, parce qu'en gros, tu as quand même une grosse partie, la moitié de la formation, c'est de la sécurité et de l'encadrement, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Bah, on m'avait dit que c'était pas comme ça, mais c'était avant, donc je sais pas si ça a évolué. Ouais, depuis, peut-être que ça a changé. donc, Ça change tous les ans, j'ai l'impression. Donc, Et ce diplôme, c'est bien, toi, ça te plaît? Tu t'aimes encadrer des gens, les entraîner, ça te plaît? au début, j'avais peur que ça me plaise pas. Et en fait, bah, tu crées du lien avec les gens et les voir se dépasser. Et quand ils sont satisfaits ou rien que quand ils progressent et qu'ils sont contents de leur séance, bah, c'est trop agréable. Donc ça, j'aime bien. Genre, moi, j'ai un groupe de loisirs que je gère tous les mercredis. Là, on les a fait boxer pour la première fois un petit peu en rencontre loisirs il n'y a pas longtemps. Et ils étaient trop contents et genre, ils se sont vraiment challengés et c'était trop bien. Génial. Et toi, tu dirais que tu es une meilleure boxeuse ou une meilleure entraîneuse? Franchement, j'espère meilleure boxeuse. Parce que vraiment, en tant qu'entraîneur, je suis dans mes débuts, donc des bêtises ou des situations où je me dis « Ah, ça n'a pas trop marché, j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Mais bon. T'as fait quoi comme bêtise? Non, mais parfois, tu te dis « Ouais, ton exercice, il est trop clair dans ta tête, ils vont comprendre, ça va être trop bien. » Tu fais un truc et tu te dis « Mais je parle chinois, enfin, c'est moi le problème, il y a un souci, tu vois. » Parfois, tu sors de la salle, tu te dis merde, tu te remets en question quand même, tu vois. Et tu as des trucs que tu fais avant ta séance? J'imagine que tu prépares sur une feuille ou dans ta tête un petit peu ce que tu vas faire. Tu fais comment? Ouais, bah là j'étais archi scolaire parce que bah, c'était le prévôt et qu'il fallait qu'on ait Ouais. un rendu, tu vois, donc on avait un classeur. Et donc je préparais mes séances, mais parfois, tu sais, dans la journée, si j'ai une idée sur un exo, je le note dans mon téléphone et puis je le mets en application le soir à l'entraînement. Ok, super. Et toi, aujourd'hui, dans l'entraînement, tu fais ça vraiment à pur loisir? Tu fais ça pour le kiff ou tu as envie derrière de consacrer une partie de ta carrière peut-être à la boxe en tant qu'entraîneuse? Je me suis pas encore posé la question et je pense qu'il est trop tôt pour que je me pose la question. J'ai envie de penser à moi d'abord. Ok. Donc là, c'est du kiff et tu verras bien Ouais, voilà. là où ça te mènera. Là, c'est bien et en même temps, d'un côté, travailler les défauts des autres, ça te permet de bosser les tiens et de te rendre compte que toi aussi, bah, faudrait que tu améliores ci, que tu améliores ça. Ou parfois, tu vois des gens, ils font des combos, tu vois. Tu te dis, oh, bah, peut-être que je teste, tu vois, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Oui, parce que du coup, tu as un œil plus attentif Ouais. à ce qu'un boxeur peut faire. Mm. Alors que moi, quand je regarde un mec boxer, moi, je vais me dire, ah oui, il boxe bien, c'est stylé, mais je vais pas forcément regarder Ouais, parce que là, sa tu manière cherches de le travailler. truc pour le faire progresser, tu vois. Ouais. Oui, forcément, c'est vrai que travailler sur ça, ça peut que aider Mm. un boxeur après à se corriger lui-même et à avancer lui-même sur ça. Ouais. Toi, du coup, à part la boxe, il y a d'autres trucs que tu... Et sortir, hein, évidemment, vie sociale, tu nous l'as dit, c'est important. Il y a d'autres trucs que tu kiffes dans la vie, que tu fais un petit peu, je sais pas, film, cinéma, livre, art, autre chose. Alors non, je suis pas très créative comme personne. Je sais pas trop de les trucs qu'il faut faire soi-même et tout. Non, j'aime bien monter des meubles, mais c'est pas fou quoi. Ah ouais, monter des meubles, ouais, je sais pas si c'est un loisir. Non, à part c'est si pas tu un te mets sur loisir. le bon coin Pas du pour aller monter des meubles chez les gens, mais Pas du tout. Peut-être s'ils me rémunèrent, je veux bien. ça existe ça. Ouais, Ça je crois, existe, ouais, mais en fait, il y a des applications pour ça. Ouais, mais non, je crois que non, en fait, je suis une grosse flemmarde là-dessus. Si on peut le faire pour moi, je pense que je serais la personne qui payerait les gens pour le faire, Ah tu oui. vois. Non, bah si, j'aime bien lire. Après, c'est des choses que j'essaie d'intégrer dans ma routine, dans mon hygiène de vie. Je fais du yoga aussi pour essayer Ok. de bien commencer ma journée. En fait, je me dis, bon, là, aujourd'hui, ça va parce que j'ai un peu la vie que j'avais envie d'avoir. Donc, je fais vraiment des trucs qui me plaisent. Mais pendant mes 3 années de thèse, par exemple, bah, c'était pas forcément facile. Et je me disais que fallait que je commence ma journée en ayant fait quelque chose pour moi, vraiment. Donc, du coup, quitte à ce que je me lève plus tôt et que je consacre un temps pour que je fasse
mon yoga ou que j'ai lu un truc qui me plaise. Ou je faisais beaucoup ça aussi, je lisais beaucoup dans le métro parce que je voulais pas avoir l'impression d'aller au travail. Donc, du coup, je lisais dans le métro et c'est me consacrer et m'octroyer du temps pour moi vraiment. Et tu lis quoi, toi? Franchement, parfois j'ai des phases où je vais lire des gros thrillers et comme parfois je vais être en mode développement personnel et tout. Donc, ça dépend, tu vois. T'as des livres à nous recommander? Là, j'en ai pas sous la main. Je suis en train de lire La Tresse en ce moment, qui a l'air vraiment pas mal. Après, ouais. C'est un thriller, ça? Non, c'est une histoire de 3 femmes qui ont 3 vies complètement différentes et du coup, ça s'entremêle un peu. Ouais, j'avoue, je lis beaucoup de choses sur la place de la femme et les droits qu'elle peut avoir dans différentes sociétés. Ok. C'est un truc qui m'intéresse vraiment. Et aujourd'hui, par rapport à ça, du coup, en changeant de sujet, tu penses quoi de la place de la femme en France ou dans d'autres endroits si c'est un sujet qui te tient à cœur? Ouais, franchement, c'est discutable, quoi. Et ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du domaine. Tu vois, tu peux parler dans le milieu professionnel comme dans le travail ou comme dans la vie sociale ou personnelle. Enfin, c'est très vaste. Il y a beaucoup à discuter là-dessus. Après, moi, si je prends que le point de vue boxe, je trouve que ça s'est considérablement amélioré, qu'il y a quand même eu une accélération. Parce que, par exemple, la boxe féminine en compétition, en boxe amateur, elle est autorisée que depuis la fin des années 90. Ah oui, avant, elle ne pouvait pas combattre. Non, Ok. avant, elle ne pouvait pas combattre. Et les Jeux Olympiques, c'est boxe féminine, c'est que depuis 2012. Ok, Les je jeux de ne long. savais pas. Voilà, Alors, je t'avoue. je sais que là, pour Paris, il y a Retenez ça. une catégorie féminine qui a été rajoutée, Oui. et du coup, la catégorie 75 en Ouais. masculine qui a été supprimée. Voilà. Ça, je trouvais ça dommage. Je me suis dit, pourquoi ils ne peuvent pas juste mais ajouter une catégorie? C'est parce Bon. qu'il y a tous les autres sports, en fait. Ouais. Nous, on est là, on a nos œillères, on pense qu'à la boxe et tout, mais il y a tous les autres sports aussi au JO. C'est énorme comme Ils auraient dû événement. supprimer la 60 en masculine. Bon. Non, t'es fou, ils le feront jamais. Il y a des trop bons boxeurs aussi en 60 en masculine. Non, en masculine. En masculine, ils auraient dû supprimer. Masculine, mais, en 60, il y avait Sofiane Ouliar. Oui, Tu après, peux pas, tu vois, enlever des gens comme ça, qui potentiellement sur lesquels la France mise pour qu'ils ramènent non, des médailles. 75, il y en a aussi. Ouais, peut-être. Bon, après, Je là, en connais un peu 75, c'était Yoreline. moins. Ouais, Du coup, il est en 80 et il a pas réussi à se qualifier. Mais bon. après, c'est Et- le jeu. Mais tu vois, ouais, il y a ce souci de parité où là, c'est cool, tu vois, qu'ils aient rajouté une catégorie chez les féminines. Donc ça Et- avance. Ouais, toi, dans la boxe, du coup, tu penses quoi de ta situation en tant que femme dans la boxe? Tu trouves que ça se passe comment? Alors ça se passe beaucoup mieux qu'à mes débuts. Après, à mes débuts, en même temps, moi j'ai commencé, je faisais 51 kilos, donc on avait beaucoup de mal à me trouver des adversaires dans notre coin. Donc j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a beaucoup amené à droite à gauche, qui a fait des kilomètres vraiment pour m'emmener boxer 6 minutes sur un ring. Tu vois, genre sur les premiers combats, il m'a emmené en région parisienne. Je te dis bon, on faisait l'aller-retour dans la journée, quoi. Et donc là, c'était un petit peu compliqué. J'ai vécu un peu des situations un peu désagréables, du style tu te fais inviter en gala et puis l'organisateur du gala il dit faut pas que tu montes sur le ring, tu vas te faire casser le nez ou on t'appelle Miss, on te dit mademoiselle la boxeuse. En plus moi je sais que je fais jeune donc du coup je suis pas souvent prise au sérieux tu vois au premier abord et donc on t'infantilise un petit peu et comme une petite chose fragile parfois et je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Ouais, donc tu as senti une évolution là au Ouais. cours des dernières années. Et est-ce que tu as vu des choses concrètes qui ont été mises en place au sein du coup de la boxe, dans les clubs, pour améliorer un petit peu la place des femmes dans les clubs de boxe? Au sein des clubs, je sais pas. Je pense que là, le relationnel, il joue beaucoup. Nous, on a quand même plusieurs filles aujourd'hui. Et pendant moi, 5 ans, j'étais toute seule en amateur, en féminine. Et après, bon, il y a d'autres clubs à Rennes qui ont plus de filles aussi. Mais donc, j'ai toujours boxé avec des gars. Après, il y a de plus en plus de places, en tout cas pour les femmes, où ça se passe très bien. Et sur les compétitions, sur les ceintures, c'est de plus en plus autorisé pour les femmes. Parce qu'avant, il n'y avait que des ceintures qui étaient dédiées qu'aux hommes. Et maintenant, sur les compétitions, ils commencent à ouvrir aussi un peu plus. Donc toi, tu es contente de cette évolution? Bah ouais, parce que sinon, tu peux pas boxer. Ouais. C'est là, t'attends, tu t'entraînes. On te dit oui, peut-être qu'il y a un combat là, et finalement, ça tombe à l'eau pour X ou Y raison. Enfin, c'est frustrant. Et sinon, la place de la femme dans d'autres situations, t'en penses quoi en dehors de la boxe, par rapport à la tresse? Ça parle de quoi, la tresse, concrètement? Attends, mais j'ai commencé, je l'ai pas fini. Ah, c'est encore. l'intro. Non, Ouais, mais en c'était fait, non, quelle mais tu intro vois, genre là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit aux États-Unis, tu vois, donc dans un pays
vraiment plutôt riche, une autre femme qui vient d'une des castes les plus pauvres en Inde, et une autre femme qui est donc en Europe et du coup en Italie. Ouais. Donc vraiment, On dirait tu le vois, début pour le d'une coup. blague. C'est un arabe, un Une français dans mauvaise une blague, montgolfière ouais, là. Et... Non, mais j'espère que ça va bien finir, tu vois. Mais non, et donc du coup, c'est vraiment c'est un choc culturel sur ces trois entités et aussi c'est leur situation de femme dans leur pays et je vais voir comment ça évolue. Ok. Et toi, là, il y a eu les élections, le premier tour des législatives, donc On parle politique. tu et votes tout. pas? Waouh, non, t'es fou, bien sûr que si. Je Ah. vote. Bah oui, je vais voter. Mais pour toi, est-ce que là, sur ces élections, ça peut avoir un impact? Toi, tu penses quoi un petit peu de la politique en France? Mais bien sûr que ça va avoir un impact. Les gens, je sais pas s'ils s'intéressent pas ou s'ils n'ont pas envie de s'intéresser, mais bon, je pense que le sujet de ta chaîne, c'est pas politique, mais enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, à la base, le vote, c'est un droit. Aujourd'hui, je pense que c'est un devoir. Et que ça ne va pas impacter que les femmes, mais ça va impacter énormément de personnes sur les différentes classes sociales ou pas, même, même sur l'économie de façon générale. Des personnes qui sont dans des situations, qui finissent un CDD, qui se retrouvent au chômage, leurs aides, tout ça, c'est impacté, tu vois, donc c'est trop important. Après, sur le vote, là, il y a quand même eu beaucoup plus de votes sur ce premier tour des législatives. Alors, je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois qu'on est à 2/3 de votants. Donc, alors, le chiffre a l'air éclaté comme ça, mais par rapport à ce qu'on a pu avoir sur les précédentes élections, c'est quand même assez important et c'est un chiffre qui est pas mal ressorti. On a vu que je crois que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu autant de votants sur des législatives. Donc, bon, même si c'est pas un devoir, c'est pas mal. Toi, tu serais pour qu'on oblige les gens à voter avec une amende comme je crois que c'est en Suisse que ça se fait ou non, mais en Belgique peut-être, j'ai un doute. Non, j'irai pas jusque-là parce qu'il faut arrêter de vouloir sanctionner les gens à tout prix et tu sais, ce serait les considérer comme des enfants, genre on t'a grondé parce que t'as pas fait le devoir. Il y a un moment, on va pas dire que c'est à 100% la faute des gens aussi. Je pense que c'est la société aujourd'hui qui fait ça et que les gens se désintéressent, sont juste peut-être perdus parce qu'ils s'y retrouvent pas. C'est tout, je pense. Toi, tu t'y retrouves? Non. Non, je pense pas que je m'y retrouve parce que franchement, je suis pas la plus avertie en politique, hein, je vais être honnête là-dessus. Mais j'essaye de me tenir un minimum informée et surtout, on est concerné directement. Si tu veux rester vivre en France, tu as tout intérêt à t'intéresser à ça et à connaître la loi et tes droits, tu vois. Donc, il faut s'informer aussi un maximum là-dessus. Mais ouais, j'essaie de penser à l'avenir, en tout cas, là-dessus. Et tu te sens comment, toi, en France? T'aimes la France, ce qu'elle devient, son évolution? Je sais pas trop. Moi, là, après, je suis dans une période... Tu t'en fous, t'es dans ta vie. Non, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que... Là, l'année, elle a été longue et j'ai un peu envie de partir, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup voyager aussi. Donc, ouais, c'est ça, tiens, les trucs que je fais, j'ai oublié, mais je voyage dès que je peux, je me barre, en fait. Donc, non, j'aime beaucoup voyager. Moi, j'aimerais bien voir d'autres styles de vie et si ça peut me convenir ou pas à l'étranger, tu vois. Et tu voyages où en général? À chaque fois un endroit différent, peut-être mais... Après, moi, je suis d'origine marocaine, donc du coup, je vais beaucoup au Maroc parce que j'ai une partie de ma famille qui est là-bas. Quand j'ai des soucis financiers, quand j'ai pas une grande marge financière et que je veux prendre des petites vacances, je vais en Espagne parce que vas-y, j'ai des plans et c'est pas trop cher. Là, cette année, je suis partie en Thaïlande et c'était trop cool. Et sinon, je suis partie aux États-Unis aussi. Je suis partie pendant 1 mois à New York et j'ai adoré. J'ai adoré. Et en fait, là, même sur le plan professionnel, je me suis dit, waouh, il y a quand même pas mal de choses à faire et ça pourrait être sympa. Ah ouais? Dans la nutrition? Ouais. Ok. Ah ouais. Et du coup, à New York, tu avais boxé et rencontré Baptiste Cheval, l'invité du coup du premier épisode de Star Interview. Ouais, on s'est rencontrés là-bas, ouais. Alors que pourtant, on est presque voisins de région, tu vois, donc... mais non, il a fallu qu'on se rencontre à New York. Ok. Et niveau opportunités professionnelles, tu as quoi là-bas aux États-Unis? Quoi est-ce que tu penses? En fait, là-bas, tu sais, c'est un peu... Ils mangent mal, donc boum, je suis nutritionniste, je peux les aider. Non, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression... Tu as un peu la sensation que tout est possible dans le sens où si tu veux te donner les moyens, vas-y, tu peux y aller. Évidemment, ça a un coût, ça prend du temps, c'est des risques que tu prends, etc. Mais si tu as du résultat, si tu as une bonne réputation, ça peut aller très vite. C'est ça. Et en fait, tu as l'impression que... On va dire que l'argent, ça va pas forcément être un frein
Alors qu'ici en France, on a une société où on a la chance d'avoir la sécurité sociale, des mutuelles, etc., qui prennent en charge tous les soins de santé. Tu vois, la nutrition, clairement, ça fait partie de la santé. Tu vois, clairement, tu te nourris tous les jours. Donc, ce que tu manges, c'est ce que tu es finalement. Et aujourd'hui, en France, comme on a un peu l'habitude de ne pas trop payer le médecin, de ne pas forcément trop payer le kiné ou ces genres de choses, et les gens ils vont être un petit peu plus réticents peut-être et ils vont moins vouloir prendre en charge leur alimentation et dépenser pour améliorer leur alimentation et en fait, qui est améliorer juste leur qualité de vie et leur santé tout simplement. Alors que là-bas, comme ils n'ont pas toute cette assurance, ils dépensent plus facilement, clairement. Puis il y a aussi le fonctionnement du crédit permanent, qui peuvent tout payer à crédit et qu'en général, les Américains n'ont jamais de carte de débit et que des cartes de crédit où tout est automatiquement… C'est ça. Donc ça pousse aussi… c'est capitaliste de fou. Ok, je comprends un petit peu ton point de vue et ce sentiment-là sur ton métier aux États-Unis. Et donc toi, tu as pour projet juste de voyager pour l'instant et peut-être un jour d'aller t'installer aux États-Unis? États-Unis ou autre pays, je sais pas, mais honnêtement, moi j'ai bien envie de partir. Et aussi d'un point de vue familial, si un jour j'ai une famille, j'aimerais bien pouvoir offrir ça à mes enfants aussi, tu vois, un petit peu une diversité culturelle. Et la vie en France pour tes enfants, ça te plaît moins? Non, non, on a une chance quand même. Il y a plein de choses en France, il faut pas, tu vois. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents vraiment qui viennent de deux cultures différentes et je trouve que c'est hyper enrichissant. Et moi, je suis ravie et je suis très heureuse vraiment d'avoir de la famille à l'étranger et de pouvoir switcher vraiment entre mes deux cultures, tu vois. Et ton père est français? Non, mon père est marocain. Ah, et ta mère est française? Ouais, c'est ça. Ok. Donc à chaque fois, tu vas voir la famille de ton père au Maroc. Génial. Juste pour revenir un petit peu sur… j'avais une question, c'est est-ce que depuis que tu fais de la boxe, tu te sens plus en sécurité, plus forte dans ta vie, dans ton quotidien? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi? Alors, je ne me sens pas plus en sécurité parce que je pense que si tu croises un fou, ça reste un fou. Mais après, oui, moi j'ai clairement pris confiance en moi avec la boxe. J'ai l'impression… c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai un peu l'impression que c'était la pièce manquante à ma vie, tu vois, et que ça y est, je suis une personne avec toutes les pièces qui me constituent. Et non, clairement, la boxe, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de ma vie, qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé à… Enfin, j'ai appris plein de trucs sur moi et à connaître mes limites et à te gérer aussi et à te dépasser, tu vois. Donc non, ça m'a apporté beaucoup en termes de confiance. Et on dit souvent que la musculation, les sports de combat, tout ça, c'est des sports plus masculins d'hommes et que quand on se lance dans ces sports-là, on devient masculin. T'en penses quoi? Comment est-ce que tu fais pour rester féminine en pratiquant ce genre de sport? Je ne sais pas ce que mes potes ils diraient, tu vois, parce que peut-être que… après, t'es comme tu es, tu vois, si t'as envie d'être féminine, t'es féminine, si t'as envie d'être un petit peu plus masculine, t'es masculine. Moi, je pense que parfois, je suis pas des plus raffinées, tu vois. J'ai peut-être l'air féminine en photo, sur l'image parfois, et c'est pas forcément le cas dans la vie de tous les jours. Mes potes, ils pourraient bien dire le contraire là-dessus, tu vois. Mais non, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu peux très bien être un homme, faire de la boxe, avoir l'air féminin, je sais pas. Donc je sais pas si c'est moins commun, peut-être. J'avais vu une vidéo c'était un club de boxe LGBT. Et après, en vrai, non, sur cette vidéo-là, c'était les mecs étaient plutôt masculins. Mais j'ai vu aussi des vidéos où tu voyais des mecs faire des pirouettes en boxant et des trucs. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est un peu interdit, ça, en plus, sur le ring. Ah, mais c'était pas… Ils frappaient le sac, ils faisaient un tour sur eux-mêmes, ils refrappaient, mais avec des coups… c'était plus une parodie de boxe qu'autre chose. D'accord, ok, ouais. Donc, je pense qu'on peut boxer et être féminin. Oui, oui, il y en a plein. Enfin, il y a plein de boxeuses aujourd'hui qui prouvent clairement le contraire. Je pense que ça, c'est une vieille idée et puis ça va être amené à disparaître, à mon avis. Parce que vu les boxeuses qu'on a aujourd'hui, tu peux pas dire ça. En plus, avec tous les réseaux et tout le partage d'images qu'on a, impossible. Là, il y a bientôt les JO qui arrivent à Paris. Toi, tu vas regarder la boxe, tous les combats, un petit peu, tu vas sur ça. Je vais essayer de suivre. Après, là, j'y vais aussi. Je vais voir les demi-finales. Je me souviens pas tout. Mais je crois que c'est les demi-finales des 50 ou 51 kilos féminines.
70 masculine, et je crois qu'il y a une finale femme 60 kilos. Et t'as acheté ta place? Ouais, Ok. c'est un cadeau que j'ai fait à mon père pour Noël, tu vois, et donc du coup... Tu vas avec lui? Ouais, Et ça coûtait combien si c'est pas indiscret? et franchement, je me souviens plus. Ah, Parce donc que- ça va, c'était pas trop élevé. Bah, je pense que je suis pas une référence là-dessus, parce que quand j'ai une idée en tête, je me dis, ouais, j'ai grave envie de lui acheter ça, donc je vais faire ça, et je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Et après, je me dis, ah, j'aurais peut-être pas dû, mais tant pis. Non, ça va lui faire plaisir, et moi aussi, ça va me faire plaisir, clairement, donc ça va être bien. Et tu penses que ça va être compliqué d'y aller au niveau organisation, avec tout ce qu'il va y avoir au niveau sécurité, le métro aussi à 5 Ouais, euros, alors, tout ça. ouais, les transports en commun, ça me fait un peu peur, tu vois. Mais après, non, tu vois, nous, on y va en train, on est logé chez une amie qui habite sur place. Bon, bah, on mettra le temps qu'il faut, hein, mais il faut être patient, c'est tout. Super. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui hésitent à se lancer dans la boxe aujourd'hui? Bon, faites-le. Bon, C'est simple. tout, en vrai. C'est ça, boum. Non, mais faut pas se poser de questions. Je pense que dans la vie, si tu as envie de faire quelque chose et que ça te tient à cœur, faut essayer. Faut pas avoir peur de se tromper. Je pense que tu perds plus à avoir des regrets qu'à ne pas faire les choses. Et pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pareil, tu dirais la même chose? Alors, même chose, mais soyez un peu préparés quand même. Parce que y a des trucs, ça peut faire peur. Mais Tu non. penses au juridique? Ouais, mais en fait, non, mais il faut juste poser des questions. Faut pas avoir peur de poser des questions. Et si vous vous êtes posé la question une fois, c'est qu'il y avait forcément quelqu'un qui s'est posé la question avant. Au pire, vous avez l'air bête 2 minutes, mais c'est pas grave. Donc, Comme en classe, celui qui ose pas lever la main, Voilà. il faut qu'il lève la main pour poser sa question. moi, je suis et- partisane de ça, c'est pas grave. Au pire, j'ai l'air débile, je m'en fous. Bah, t'as bien raison, c'est comme ça qu'on peut avancer. Si on reste avec sa question, en fait, on n'avance pas, on sait pas, et derrière, on. Bah ouais, c'est comme peut ça pas que tu fais grandir, des quoi. erreurs, tu vois. Et que t'es frustré, donc c'est pas terrible. Et pour toi, c'est quoi les qualités de quelqu'un qui doit se lancer dans l'entrepreneuriat pour réussir, pour pouvoir avancer, pour que ça puisse bien se passer? Je pense il faut avoir conscience de ses compétences. Des choses sur lesquelles tu sais, tu es compétent, tu es en mesure de pouvoir les faire correctement et bien, et les choses sur lesquelles tu ne sais pas faire. Et ce que tu ne sais pas faire, il faut être capable de s'orienter vers les personnes qui vont pouvoir t'aider à le faire ou t'accompagner ou tout simplement déléguer, tu vois. Je pense que vraiment, parce que si tu veux, enfin, parce qu'en fait, être auto-entrepreneur, c'est ça, c'est avoir 45 casquettes et devoir tout gérer en même temps. Sauf que bah, c'est comme ça que, franchement, moi, ça m'arrive. Parfois, je mets 2 rendez-vous en même temps et je me dis, wow, ça va pas être possible. Et donc, vraiment, c'est ça, c'est essayer de t'organiser un maximum et de cadrer les choses. Et si toi, tu sais pas les faire, tu te fais accompagner, quoi. Et au début, c'est compliqué de se faire accompagner. Financièrement, quand on se lance, c'est compliqué. Après, ça Comment dépend est-ce ce que tu que- fais. Moi, tu Ouais. vois, honnêtement, c'est un truc qui m'a pas coûté tant que ça financièrement. Moi, ce qui me coûte le plus cher aujourd'hui, c'est ma location. Parce que j'ai pas de création de produits, je vends pas des choses comme ça. Moi, j'ai voulu commencer par une prestation de service. Après, si j'ai envie de grandir, je grandirai. Et donc là, je suis en train de générer les fonds qu'il faut. Mais après, bah, c'est pour ça que tu as des banques, c'est pour ça que tu as des mentors, c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés et de formations qui existent. Et donc, je pense que tu as tout intérêt à te tourner vers ça. Même l'URSSAF, appelle-les, ils sont sympas. Hein. Si tu leur poses les bonnes questions, c'est bon, tu vois. Génial. Ouais, ça, c'est des bons conseils qui peuvent aider beaucoup de personnes à se lancer, à savoir où trouver. Effectivement, les banques, après, il y a tous les fonds créateurs, tout ça, Ouais. qui souvent donnent des Il y a conseils. en fait, il y a plein Des d'aides. accélérateurs. Il faut avoir conscience qu'elles existent et il ne faut pas hésiter à poser les questions pour voir comment est-ce que tu peux entreprendre les démarches. Et toi, pour la suite, tu as prévu quoi? Tu nous as dit que tu mettais un petit peu de côté pour la suite. Tu as Ouais. un projet déjà en tête? Ouais, j'ai plusieurs projets. Après, je t'avoue, moi, je parle pas trop de. J'attends que ça se construise petit à petit, mais j'ai des beaux projets. Génial. Bon, j'espère que ça se concrétisera Ouais. et que tu arriveras à mener ça à bien. Et sinon, tu as d'autres conseils un petit peu à partager pour bien gérer sa vie, pour atteindre un petit peu ce qu'on veut? Pour quelqu'un qui a une idée en tête, il se dit bah, j'aimerais bien faire ça, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Essayez pas forcément de reproduire ce que les autres font. Parce que ton équilibre, ça va pas forcément être l'équilibre de la même personne. C'est vraiment, essaye de cadrer, de t'organiser, de lister les choses, de prioriser. Et puis après, bah, petit à petit, tu construis ton quotidien. Parfois, ça va être au jour le jour, parfois, ça va être à la semaine, parfois, ça va être au mois. C'est vraiment, enfin, c'est du business plan presque. Donc même dans la vie, tu
Tu le fais, tu sais comment ta semaine elle va se passer. Ok, bon, bah, à 3 mois, tu avais tel objectif. Ok, sur l'année, j'aimerais faire ça. Et puis ainsi de suite. Mais non, il faut faire les choses et faut pas se comparer de façon générale. Et toi, c'est quoi ton habitude de vie, ton truc du quotidien qui te permet d'être mieux, de réussir, d'avancer? Il y en a, c'est la douche froide, d'autres, ça va être En fait, les étirements. Est-ce que tu as un truc particulier? Moi, c'est plein de petits trucs, tu vois. Ça va être... ça dépend de mon seuil d'anxiété, je pense aussi, tu vois. Mais genre, si c'est un truc que je peux me gérer moi-même, je vais me faire du yoga, je vais prendre du temps pour moi, des trucs comme ça. Ou même, ça va juste être faire de la skincare pendant 2 heures, enfin des trucs très tranquilles. Et si je sens que j'ai du mal, bah, clairement, j'appelle mes potes. Moi, c'est mon entourage. J'hésite pas, tu vois, je les appelle. Et parfois, mes potes, elles me disent « Ouais, là, tu dramatises un peu. » Et je suis là genre « Ok, bah, j'avais besoin qu'on me dise que je dramatise. C'est bon, j'ai compris, tu vois, j'arrête. » Ouais, les potes psy qui te... Ouais, voilà, qui te mais toi aussi, t'es t'aident. leur psy, donc vas-y, ça sert à ça, c'est normal. Ok. Et ouais, toi, du coup, tu as le yoga un petit peu qui t'aide. Ça, le yoga, c'est une pratique quotidienne que tu as? Franchement, j'ai essayé, je le faisais. Là, Mais j'avoue, compliqué à tenir. là, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi ces derniers mois. Et non, et j'essaie de me recréer mes habitudes. Ouais. Bah, ça, c'est compliqué. On se dit, ah, je veux faire ça, ça, ça. On se fixe un petit peu des objectifs. Après, c'est Ouais, mais il compliqué faut que de ce les soit tenir, faisable. Tu vois, là, je me dis pas, je vais le faire tous les jours. Là, je le fais un petit peu au feeling de quand je sens que j'ai besoin. Là, si je suis en mesure de me lever un peu plus tôt pour le faire, bah, ok, je vais le faire. Et si j'arrive à le faire 3 fois dans la semaine déjà pour reprendre, c'est ok. Ah, mais ça, c'est un truc super important. Les gens qui veulent faire d'un coup Non, mais c'est 50 000 trop. choses Tu te et mets qui une veulent avoir un pression mode de vie de malade zinzin. alors qu'ils partent de zéro, c'est pas possible. Ah non, c'est horrible. Il En faut y aller fait, petit à petit. Et... Mais c'est ça, c'est faut réaliser. contre-productif en fait. Ouais. Sinon, tu te mets la pression, t'es déçu et du coup, tu give up. Et non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que le long terme, ça tient. C'est ce que je dis tout le temps, c'est les résolutions de janvier là. Les résolutions de janvier, pendant un mois, tu vas aller courir tous les jours, je sais pas quoi, tu vas faire des dingueries. Ouais. Bah, en février, tu fais plus rien et c'est zéro. Alors que tu Ouais. commences, tu fais 2 trucs par semaine. En février, tu en feras 3. Et en mai, tu continueras à en faire 4, 5 et petit Non, à c'est petit, ça, ça ouais. augmente et tu changes vraiment ta vie comme ça, quoi. C'est en y allant petit à petit. Bah, sur ça, ouais, c'est super important. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour ceux qui nous regardent, pour les motiver, pour avancer? Allez, on va partir dans le cliché, mais c'est quand même important. En vrai, croyez en vous et si vous avez envie de faire quelque chose, tentez, faites-le. C'est tout. Eh ben, merci Sarah pour cette interview. Vous pouvez la suivre du coup sur son Insta. Ouais, Sarah Box Nutrition. On va le mettre. Ouais, dedans. c'est ça. Abonne-toi, partage la vidéo, laisse un petit commentaire. Abonne-toi au compte de Sarah et à très vite. Force!